Bonjour à tous, je m'appelle Eva Serran, je suis responsable produit de la gamme Point of Care chez General Electric en France. Et nous sommes ici en direct de notre studio. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir le docteur Xavier Bobia et le professeur Laurent Muller du CHU de Nîmes qui vont répondre à nos questions sur l'utilisation de l'échocardiographie dans les états de choc, en anesthésie, en réanimation et aux urgences. Vous disposez en bas de votre page internet d'un encart où vous pourrez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la séance de formation et nous y répondrons à la fin. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne séance de formation et je laisse la place à nos orateurs. Bonsoir à tous, merci. Je suis Laurent Muller, je suis anesthésiste réanimateur et responsable du service des réanimations et de surveillance continue du CHU de Nîmes. Xavier Bobia, je suis médecin urgentiste avec une activité pré- et intra-hospitalière. Et donc j'ai la choix de commencer ce webinaire que nous allons donc animer avec le professeur Muller. Donc nous avons décidé d'organiser ce webinaire en 3 parties. Je vais d'abord vous présenter les signes cardiaques visuels orientant vers la cause d'un état de choc. Ensuite, il y aura une présentation de comment faire sur un sujet sain. Le professeur Muller vous fera ensuite une présentation sur les outils Doppler et leur utilisation dans l'état de choc, avec également une présentation sur comment faire sur sujet sain. Et je finirai avec un outil qu'on appelle l'ITV automatique pour une mesure de débit cardiaque plus rapide. Donc, on va commencer ce webinaire en vous remerciant tous de vos connexions qui sont nombreuses et on va commencer à parler d'échographie cardiaque dans l'état de choc et moi je vous présenterai en premier donc les outils visuels pour orienter vers la cause de l'état de choc. Alors la première chose à dire c'est que l'échocardiographie est un outil qui est performant pour trouver la cause d'un état de choc et ça c'est pas connu d'aujourd'hui avec des publications qui ont au moins 15 ans et qui montrent que dans un contexte de patients aigus, lorsqu'on se pose la question de y a-t-il une cause cardiaque à un état de choc, vous voyez dans cette publication par exemple les sensibilités et spécificités qui sont excellentes et surtout un nombre de patients, 99%, sur lequel on arrive à avoir la réponse à la question. Dans les états de choc, vous savez qu'on a 4 modèles habituellement et quand on dit qu'on recherche la cause d'un état de choc, à l'échocardiographie, en fait, on recherche le modèle de l'état de choc. Et dans ces modèles, il faut se rappeler qu'il y a 2 grandes familles, les chocs à bas débit, à l'intérieur duquel vous trouverez les chocs obstructifs, donc tamponnade, cœur pulmonaire aigu ou pneumothorax compressif, les chocs cardiogéniques, qu'on reverra, les chocs hypovolémiques et puis enfin des chocs à haut débit. Et notamment le choc distributif, dont la plus grande part est représentée par les chocs septiques en médecine d'urgence, en anesthésie, en réanimation, mais on pourrait également citer bien sûr le choc anaphylactique. Alors, on va voir qu'à l'échographie, on va pouvoir s'orienter, mais on voit d'emblée avec cette diapositive que entre le bas débit et le haut débit, déjà, si on arrive à qualifier le haut débit, on s'orientera vers une part de choc distributif. L'autre chose importante à dire, c'est que si les états de choc peuvent être sur un modèle qui est pur au début de leur évolution, rapidement, les chocs deviennent souvent avec plusieurs parts et donc il peut y avoir une association de ces causes et donc à l'échographie, on pourra retrouver des associations et tout le monde connaît bien sûr l'association de choc distributif et hypovolémie dans le choc septique. Alors moi, je vais vous parler en premier d'échographie visuelle. Et pour faire de l'échographie cardiaque visuelle, il faut bien sûr maîtriser ces coupes cardiaques. Et on utilisera 4 modes d'approche du cœur, 4 coupes qui sont au niveau de 3 fenêtres et une sur la veine cave inférieure. Et ça, on le verra sur la démonstration juste après. Ce que je vous propose de suivre comme plan pour rechercher les causes d'état de choc, c'est l'épanchement péricardique, la fraction d'éjection du ventricule gauche, les signes de cœur pulmonaire aigu, voir si on peut évaluer une hypovolémie juste avec des signes visuels et enfin les valvulopathies sévères. Pour ce qui est de l'épanchement péricardique et des signes de tamponnade, l'échographie est un très bon examen pour rechercher les épanchements péricardiques. Ici, vous avez une coupe sous-costale ou sous-xiphoïdienne dans laquelle sur la gauche, vous avez une absence d'épanchement et on va le regarder notamment à cet endroit-là, entre le foie et le VD, cette ligne blanche étant le diaphragme plus le péricarde viscéral et plus le péricarde pariétal. Et sur la coupe de droite, par contre, vous voyez cet épanchement qu'on arrive à voir sur cette coupe sous-costale.
La coupe parasternale grand axe est aussi une coupe de référence pour rechercher les épanchements péricardiques et c'est une coupe sur laquelle vous pouvez évaluer de façon semi-quantitative l'épanchement, où on voit ici qu'il n'y a pas d'épanchement sur cette coupe-là, le péricarde postéro-inférieur étant derrière le ventricule gauche et surtout en avant de l'aorte thoracique descendante. Ici, il y a un épanchement, mais on voit un accolement-décollement systolo-diastolique qui montre que c'est un épanchement plutôt minime, et ici un épanchement plutôt abondant avec un décollement permanent, et bien sûr plus cette distance est élevée, et plus l'épanchement est abondant, et on reverra que le critère d'abondance est intéressant, parce qu'en fait, si on doit qualifier une tamponnade lorsqu'il y a un épanchement, voici les signes qu'on va rechercher. Alors le premier, c'est bien sûr qu'il y a une corrélation avec la taille de l'épanchement péricardique. Je ne parlerai pas ici du post-chirurgie cardiaque, qui est très certainement quelque chose d'un peu particulier, mais dans les épanchements libres, la taille de l'épanchement joue bien sûr, et un signe communément connu habituellement qui s'appelle le Soging Heart. Donc ici vous avez un épanchement de très grande abondance, donc ici dont on ne voit même pas les contours tellement qu'il est grand. Ici nous avons une coupe apicale 4 cavités et nous avons un Swinging Heart, un cœur qui se danse, qui se balance à l'intérieur de son épanchement, et vous voyez ici déjà les signes de compression des cavités droites et notamment en diastole. Ce qu'il faut dire et qui est important, surtout pour les gens qui prennent en charge des traumatisés et qui font de la FAST et qui, dans le cadre de la FAST, regardent le péricarde, c'est que cette image ne peut être qu'une image d'évolution d'un épanchement chronique. On ne peut pas avoir un épanchement aigu d'une telle abondance. En fait, le volume nécessaire à atteindre une pression critique à partir duquel il y aura une répercussion hémodynamique et donc une tamponnade n'est pas du tout le même en aigu ou en chronique. Et du coup, je vais vous montrer une vraie vidéo de tamponnade aiguë due à un traumatisme, un coup de couteau dans le VD. Donc on voit ici la coupe parasternale grand axe et en arrière, ici, vous avez en effet un décollement permanent. Donc on a dit que c'était déjà un épanchement significatif qui est bien en avant de l'aorte thoracique descendante. Cette image ayant été faite en préhospitalier avec un échographe de poche, donc c'est quelque chose qui est parfaitement faisable. Et là, il y avait en effet une tamponnade post-traumatique. Les autres signes qu'on peut aller rechercher si on n'a pas cette fameuse image de Swinging Heart notamment, ce sont les signes de compression des cavités et surtout en premier des cavités droites qui sont beaucoup plus compliantes à être comprimées. La première qui peut être comprimée, c'est l'oreillette droite que vous voyez ici. En fait, vous avez la paroi libre de l'oreillette droite qui est comprimée et ça, c'est un signe déjà qui peut être un petit signe en faveur d'aspect compressif, bien que tout seul, il ne signe pas l'aspect compressif. Par contre, quand vous commencez à avoir des signes de compression du ventricule droit, d'habitude, c'est que les choses sont déjà un petit peu plus avancées. Donc, vous avez ici un défect dans la paroi libre du ventricule droit, à cet endroit-là, qui se creuse. Et ça, c'est déjà un signe que ça comprime le ventricule droit également, ce qui est plus avancé que l'oreillette droite. Et enfin, dans une tamponnade, vous aurez souvent, voire toujours, une dilatation majeure de la veine cave inférieure. Alors, en fait, sur cette vidéo ici, on voit en sous-costal un épanchement ici. Et vous allez voir, on va s'orienter pour voir la veine cave inférieure et on regarde la taille de la veine cave inférieure et est-ce qu'elle varie en fonction de la respiration, sachant qu'il est dit habituellement qu'une dilatation majeure, c'est une taille supérieure à 2,5 cm. Le deuxième point qu'on va pouvoir évaluer, c'est l'altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Alors, l'altération de la fraction du ventricule gauche dans le cadre d'un état de choc, c'est souvent des choses qui sont assez parlantes. Et pour cela, la technique de référence est ce qu'on appelle l'évaluation visuelle, que ce soit aux urgences ou en anesthésie-réanimation. Ici, vous avez une fraction d'éjection qui est normale en coupe apicale 4 cavités. Je vous incite à regarder bien la surface de noir à l'intérieur du VG et non pas les parois du ventricule gauche qui peuvent vous amener à des erreurs, vous induire en erreur notamment quand il y a des troubles de la cinétique segmentaire. Et ce qu'il faut qu'on arrive à se mettre en tête, c'est la différence de surface entre la systole et la diastole. Si vous avez regardé tourner cette boucle, vous verrez rapidement la différence avec celle-ci, où vous avez une altération de la fraction d'éjection. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette altération de la fraction d'éjection, elle peut arriver à ces coupes-là, c'est-à-dire à des fractions d'éjection dont on voit visuellement qu'elles sont altérées de façon sévère. Cette cotation très visuelle de fraction d'éjection altérée de façon qui est normale, altérée de façon modérée ou altérée de façon sévère est quelque chose qui est validé et qui est la référence dans l'état de choc. Après, il y a des mesures qui sont faisables dont on reparlera si jamais on a un doute sur ces évaluations visuelles. La dernière chose, c'est que je vous ai dit d'emblée que dans mes modèles d'état de choc, il y avait deux grandes parties. Il y avait la partie à bas débit et puis vous avez les chocs à haut débit. Et quand on a un choc à
à haut débit, on se dit que si jamais on arrive à évaluer que la fraction d'éjection est élevée, le volume d'éjection systolique est élevé ou le débit cardiaque est élevé, on arrivera à qualifier ce côté distributif de mon état de choc. Ici, vous avez une fraction d'éjection élevée dans le cadre d'un choc septique. Par contre, c'est quelque chose qui est difficile à voir d'un point de vue visuel et le professeur Muller tout à l'heure vous expliquera comment avec une mesure on peut arriver à mieux qualifier le cœur à haut débit que de point de vue visuel où en effet on peut le remarquer, on peut le reconnaître, mais ce n'est pas forcément facile. Au niveau des cavités droites, on va voir d'un point de vue visuel deux choses, la dilatation du ventricule droit et les signes de cœur pulmonaire aigu. Le cœur droit, le ventricule droit, en apical 4 cavités ou en sous-costal 4 cavités, la surface télédiastolique du VD sur celle du VG doit avoir un rapport inférieur à 0,6. On parle de dilatation modérée entre 0,6 et 1 et dilatation majeure supérieure à 1. Souvent, quand les patients sont vraiment en état de choc dû à un cœur pulmonaire aigu, la dilatation sera bien sûr majeure. Première chose très importante à dire, c'est que si on veut juger de ce rapport VD-VG, il faut faire une coupe dans laquelle on est sur le plan des valves. Vous voyez que dans cette apicale 4 cavités, qui n'est pas forcément dans l'axe, mais par contre, on a bien la valve tricuspide qui est dans le même plan que la valve mitrale. Et vous avez associé à cette dilatation un mouvement du septum qu'on appelle le septum paradoxal, qui est le mouvement de ce septum en diastole qui se rapproche de la valve mitrale, qui est déjà un signe de cœur pulmonaire aigu. Donc ici, vous avez une dilatation majeure du VD et un septum paradoxal. Si le VD est à très haute pression et comprime le ventricule gauche, en parasternal petit axe, au lieu d'avoir un VG qui est parfaitement rond, on peut avoir ce signe qu'on appelle le signe du D, c'est-à-dire une pression sur le septum qui le rend plat et du coup le VD le ventricule gauche prend cette forme de D. Et enfin, le dernier signe qu'on décrit habituellement, on appelle ça le signe de McConnell. Vous avez ici une dilatation du VD, mais en haut, vous voyez que vous avez une contraction de la pointe. Et cette contraction de l'apex, elle n'est pas avec une contraction de la paroi latérale du VD. Et ça, c'est ce qu'on appelle le signe de McConnell, qui est un signe de cœur pulmonaire aigu également. Enfin, quand vous avez cette image-là, qui est une image de thrombus à l'intérieur des cavités droites, qui sera toujours à l'intérieur de l'oreillette droite, vous pouvez affirmer l'origine cœur pulmonaire aigu dans votre état de choc et même l'embolie pulmonaire. Pour information, cette vidéo a été faite sur un arrêt circulatoire pendant la pause de 10 secondes où on va pouvoir analyser des images. Sur la veine cave inférieure et l'hypovolémie, je passerai vite parce que je vais essayer de vous en convaincre. Avec uniquement des outils visuels, on ne pourra objectiver uniquement des grandes hypovolémies. En fait, ce que disent les études et la dernière méta-analyse sur la veine cave inférieure, c'est que la veine cave inférieure n'est pas un très bon outil pour évaluer la réponse au remplissage et la volémie. Et sur une étude que nous avions réalisée à Nîmes sur des patients en ventilation spontanée, ce qu'on pouvait voir, c'est que surtout le message intéressant, c'est que la grande majorité des patients qui avaient un collapsus inspiratoire de la veine cave inférieure, c'est-à-dire une variation à 100%, allaient répondre au remplissage. Donc en bref, le seul message qu'on peut passer avec un certain niveau de certitude, c'est que quand vous avez cette image-là chez un patient hypotendu, vous pouvez remplir. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. S'il y a une veine cave inférieure dilatée ou qui ne bouge pas avec les respirations, on ne peut pas dire si le patient a besoin d'être rempli ou pas. Si vous voulez le cut-off, on est d'habitude aux alentours de 40% de variation, mais avec des sensibilités, des spécificités qui sont aux alentours de 80%, voire en dessous. Un autre signe visuel d'hypovolémie, c'est le collapsus systolique du VG. Vous voyez sur ces deux coupes apicales 4 cavités que déjà les cavités sont petites, mais en plus en systole, les parois se touchent, ce qu'on appelle le kissing wall ou le kissing heart. Et ça, c'est un signe d'hypovolémie majeure. Ici, vous avez un choc hypovolémique, par exemple, sur un choc hémorragique. Donc ça se verra bien, mais quand l'hypovolémie est majeure. Enfin, un tout petit mot sur les valves. Alors les valves, ça peut paraître compliqué. Moi-même, je ne suis pas du tout expert sur les valves. Mais par contre, quand vous faites de l'échographie, c'est bien de regarder les valves, de voir s'il n'y a pas des fuites, de voir si elles s'ouvrent bien et de voir surtout si vous n'avez pas un prolapsus ou comme ici, une image qui vous paraît anormale sur votre valve mitrale. Vous pourrez demander à un expert qui fera alors une imagerie de référence. Vous pourrez la qualifier avec du Doppler, bien sûr, ce qui est le cas ici. Et l'imagerie de référence pour ces valvulopathies, c'est le TO, dans lequel on voit bien, c'est le même patient, qu'il y a un prolapsus de la valve et qu'on est dans un cadre de rupture de pilier. Donc si j'essaye de résumer tout cela avant de montrer ceci sur sujet sain sur un échographe, qu'est-ce que nous avons dit pour essayer d'identifier le mécanisme
de l'état de choc grâce à l'échocardiographie en mode B. Premièrement, c'est que dans une tamponnade, qu'est-ce qui va m'apparaître de suite? La présence d'un épanchement qui sera plutôt important, surtout si l'épanchement est chronique, mais qui sera de toute façon significatif, même de façon aiguë, associé à des compressions des cavités droites et une veine cave inférieure qui est dilatée. Si je suis dans le cadre d'une hypovolémie, ce sera uniquement dans les cas d'hypovolémie profonde que je pourrai l'affirmer uniquement avec le côté visuel, avec notamment les signes de collapsus systolique du VG et collapsibilité inspiratoire de la veine cave inférieure, c'est-à-dire une veine cave inférieure qui se collapse à 100%. Si j'ai une dysfonction VG, donc un choc cardiogénique gauche, il y aura une altération qui sera souvent sévère de la FEVG visuelle et que très souvent, j'arriverai à identifier de façon tout à fait visuelle. Au niveau du cœur pulmonaire aigu, les dysfonctions VD d'un point de vue visuel peuvent s'analyser par la dilatation du VD qui sera souvent majeure, la présence d'un septum paradoxal qui sera souvent là quand le patient est hypotendu, voire d'un McConnell, et il peut y avoir une veine cave inférieure qui est dilatée, mais il ne faut pas se faire piéger avec ceci. Quand le patient est dyspnéique, ceci va entraîner des dépressions respiratoires importantes, il va tirer un petit peu, et ceci peut arriver à collaber la veine cave inférieure, même si les pressions droites sont hautes, et même s'il y a un cœur pulmonaire aigu. La vasoplégie, je vous l'ai dit, d'un point de vue visuel, c'est pas facile. On peut voir un VG hyperdynamique, mais c'est pas forcément facile à analyser. Des mesures seront alors intéressantes et on le verra dans la deuxième partie de ce webinaire. Et enfin, il est toujours intéressant chez le patient hypotendu ou le patient en état de choc de regarder les valves pour ne pas passer à côté d'un flux de couleur massif, d'une zone de convergence, d'une valve dont on voit qu'il y a un reflux dans l'oreillette, ce qui doit orienter vers une chirurgie. Donc, je vous propose maintenant de regarder ces coupes ensemble sur un mannequin et donc je vais me déplacer vers l'échographe. Merci beaucoup Xavier. Le temps que tu t'installes, on va peut-être répondre à une première question qui me paraît intéressante, qui était celle d'un médecin généraliste qui nous demandait si on pouvait utiliser cet outil avec un outil ultra portable au domicile. La réponse est oui, et tous les signes que vous a montré Xavier sur les défaillances cardiaques peuvent être parfaitement analysés par un outil, une machine ultra portable au domicile du patient. Donc Xavier, je pense que tu es installé. Tu vas nous montrer les différentes coupes cardiaques pour analyser ces défaillances. Ce qui est intéressant pour vous, si vous êtes dans un cadre d'apprentissage ou de révision, c'est de voir la position de la sonde et bien sûr les images obtenues. Donc quand on réalise l'examen, on a l'habitude, c'est une histoire d'habitude, de commencer par la zone parasternale. Et dans la zone parasternale, il y a deux coupes, la parasternale grand axe et petit axe. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude que quand nous sommes sur un échographe en mode cardiologique, le repère de la sonde est sur la droite de l'écran et nous allons commencer les coupes avec la coupe parasternale grand axe où le repère de la sonde sur la sonde sera vers l'épaule droite du patient. Donc nous allons positionner notre sonde le long du sternum. Si vous ne trouvez pas votre image, souvent vous êtes sur du poumon, c'est parce que vous vous éloignez du sternum, donc il faut se rapprocher du sternum. Et quand vous êtes près du sternum, ici, nous allons optimiser notre image et nous allons voir les structures que nous avons. Donc nous avons ici le ventricule droit qui est présent en haut, nous avons ici le ventricule gauche en dessous avec tout l'appareil valvulaire mitral et la valve aortique et l'aorte thoracique descendante dessous. Donc c'est sur cette coupe que je vous disais qu'on peut considérer comme une coupe de référence pour analyser l'épanchement péricardique qui serait présent sur la ligne blanche en arrière, hyperéchogène, et c'est là qu'elle sera dédoublée s'il y a un épanchement péricardique. Voilà. L'autre chose qui est intéressante sur cette coupe, c'est de voir les valves, et là on voit bien l'appareil valvulaire mitral notamment, sur lequel il n'y a pas de dysfonction. Un des critères de qualité de cette coupe, c'est le fait d'avoir dans le même plan la valve aortique et la valve mitrale. Je vais pouvoir ici aussi regarder déjà la fraction d'éjection, de voir comment les parois se rapprochent, sachant qu'évidemment je n'aurai que deux parties, une partie du septum et la paroi postéro-inférieure. Je vais pouvoir tourner ma sonde à peu près de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre le repère de la sonde vers cette fois l'épaule gauche du patient et je vais me retrouver avec ce qu'on appelle une coupe parasternale petit axe. Un des critères du parasternal petit axe est le fait d'avoir un VG qui est à peu près rond et avec le fait d'être à la hauteur des piliers. En fait, pourquoi est-ce qu'on veut être à la hauteur des piliers? Si je descends ma sonde et que je vais vers l'apex, je vais avoir une sensation de fraction d'éjection qui va être très élevée, puisque à la pointe, on peut même arriver à avoir un collapsus systolique du VG.
Si je suis près de ma valve, au contraire, je vais avoir l'impression que mon VG ne se contracte pas bien, puisque l'appareil valvulaire n'étant pas compressible, on a l'impression que la surface qui diminue en systole est moins importante. Par contre, si je suis au niveau des piliers entre les deux, je peux standardiser mon évaluation visuelle, notamment de la fraction d'éjection. L'autre chose qui est importante sur cette coupe, on l'a vu, c'est de bien évaluer le fait que le septum ici, entre le VD et le VG, soit bien rond, et qu'il n'y ait pas donc de signe d'appui du ventricule droit. Donc les deux grosses choses qu'on peut évaluer d'un point de vue visuel sur cette coupe sont la fraction d'éjection visuelle et l'absence d'un signe du D, c'est-à-dire, ou d'un septum paradoxal, c'est-à-dire d'un septum qui rentre dans le VG en diastole. Je vais maintenant passer en coupe apicale 4 cavités, qui est une coupe dont j'aurai besoin d'un point de vue visuel et dont vous verrez que pour les mesures, elle est cruciale. Pour la réaliser, je vais me mettre sous la ligne mamelonnaire. D'habitude, je commence en latéral et je rentre petit à petit, ainsi, en médial, jusqu'à essayer de trouver l'apex de mon VG. Donc je cherche l'apex de mon VG, voilà, et quand je suis en face de l'apex de mon VG, je vais essayer de bien m'orienter. Alors on va donner un peu de profondeur, parce que quand on a fait des coupes parasternales, on a souvent des mesures qui sont un peu superficielles. Donc ici, vous avez une coupe apicale 4 cavités dont les critères de qualité peuvent se résumer à un septum qui est bien droit au milieu de l'écran. Et surtout, je vous l'ai dit, si je veux juger du rapport VD-VG, il faut que sur la même coupe, il y ait la valve mitrale ici et la valve tricuspide. Donc vous avez bien vos 4 cavités, VG, VD, OG, OD, et ici, ma valve mitrale. Alors pour finir sur les coupes au niveau apical, mais moi j'en aurai pas besoin tout de suite, on vous en reparlera après. Sachez qu'en béquant un peu la sonde sur ma main, je peux voir apparaître ici ma valve aortique, et cette valve aortique va me permettre de voir ce qu'on appelle la chambre de chasse aortique, dans laquelle on fera des mesures tout à l'heure. Alors soit en penchant un peu la sonde sur ma main, soit en faisant une petite rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, et ainsi on voit apparaître cette chambre de chasse. Alors d'un point de vue visuel, pour ce qui était des propos que je vous ai tenus, cette coupe permet d'évaluer pas mal de choses. Le rapport VD-VG, donc là on voit que le VD est plus petit que le VG, il n'y a pas de souci, mais également la fraction d'éjection du VG notamment. Ensuite, si jamais vous en avez besoin, parce qu'en fait, si vous avez bien fait vos parasternales et l'apicale et qu'elles étaient faciles à faire, vous n'en avez pas forcément besoin, mais on peut aller réaliser ce qu'on appelle une coupe sous-costale. Donc, vous voyez que j'ai attrapé ma sonde par-dessus, le repère de la sonde est toujours vers la gauche, et je viens buter sous la xiphoïde en visant l'épaule du patient. Je vais augmenter un petit peu la profondeur. Ici, j'ai une partie du foie. Cette ligne blanche dont je vous ai parlé pendant la présentation, qui est le diaphragme, plus le péricarde pariétal, plus le péricarde viscéral. Et derrière, mes cavités droites, c'est-à-dire mon VD ici. Donc vous avez ici le VD, le VG, l'OD, l'OG. Et si je veux juger du rapport VD-VG, je dois être au niveau de mon plan des valves. Alors ensuite, on l'a dit, hein, rapport VD-VG, mais on a dit aussi que c'était une coupe de référence, comme la parasternale grand axe, pour évaluer l'épanchement péricardique qu'on pourra voir ici. Pour finir, je vais analyser la veine cave inférieure. Alors il y a deux façons de rechercher la veine cave inférieure. Soit j'essaye de voir où est mon oreillette droite, c'est-à-dire quelque part vers ici, et je vais relever ma sonde en suivant et à arriver à ma veine cave inférieure qui est dans mon foie, et ensuite je tourne ma sonde. Et si jamais cette gestuelle vous paraît un petit peu compliquée, en fait, si vous prenez uniquement votre sonde, que vous la tenez comme un crayon et que vous la posez de façon assez verticale, juste sous la xiphoïde ici, si vous venez buter sur le rebord costal gauche ici, vous aurez une structure qui est l'aorte abdominale. Et si je viens buter sur le rebord costal droit, là je bute, je vais avoir ma veine cave inférieure. Ici, il faudra juste que je bascule un peu la sonde pour la voir rentrer dans l'oreillette droite, parce que c'est le critère pour m'assurer que c'est bien la veine cave inférieure. Alors je vous ai dit que c'était le visuel qui était important parce que c'est un collapsus inspiratoire chez un patient hypotendu qui dit je peux remplir et le reste ça ne répond pas forcément à la question. Si vous voulez aller de façon un petit peu plus fine, vous pouvez analyser ces variations. Alors les variations, elles s'analysent à peu près à 2 cm de l'abouchement dans l'oreillette. Ça se fait en mode M, donc vous allez tirer un mode M ici et vous allez pouvoir voir la veine cave inférieure en inspiration, en expiration. Alors en ventilation spontanée, on appelle ça de la collapsibilité inspiratoire de la veine cave inférieure, c'est-à-dire que la zone la plus petite, c'est en inspiration.
En ventilation contrôlée, on appelle ça la distensibilité de la veine cave inférieure parce qu'en inspiration, les pressions sont plus élevées dans le thorax, donc la veine cave inférieure est plus grosse. Et c'est la distensibilité de la veine cave inférieure qui rentre en jeu. Alors, sur l'outil que vous avez ici, qui est un GE Venue, vous avez un outil de mesure automatique si vous voulez le faire, qui s'appelle Auto-IVC. Vous appuyez dessus. Il va vous reconnaître un endroit où il y a de la veine cave inférieure, faire la mesure tout seul. Si vous pensez, moi je trouve que c'est un peu loin de l'oreillette, je le replace ici. Et durant les cycles respiratoires, il fait la mesure maximum, minimum, ici minimum, maximum, donc ici on inspire, ici on expire, et il vous calcule que la collapsibilité respiratoire, ici, elle est par exemple à 69%. Et bien sûr, si jamais vous voulez dire à l'appareil que votre patient est ventilé, ben, au lieu de calculer la collapsibilité, il va vous calculer la distensibilité, car ce n'est pas la même formule. Voilà, donc Laurent, si tu le permets, je te propose que tu passes sur les mesures Doppler. Merci Xavier, merci pour cet exposé très didactique sur le visuel. Le visuel, c'est 50% du travail. Quand on fait une échographie cardiaque, il faut faire du Doppler. Et ce Doppler va vous permettre de régler des questions hémodynamiques. Et quand on prend les grandes séries de la littérature, on s'aperçoit que dans un état de choc, c'est 100% des malades qui reçoivent des fluides, 50% des vasopresseurs et 15% des inotropes. Donc la première question qui se pose, c'est quand est-ce que je dois remplir le patient et surtout quand est-ce que je dois arrêter de le remplir, puisque des études, et il y en a beaucoup comme celle-ci, nous montrent bien qu'il y a un lien entre la mortalité, ici en ordonnée, et la balance hydrosodée. Donc un des buts de l'échographie cardiaque ou de tout moniteur hémodynamique, c'est de limiter le remplissage dans le but de limiter les épreuves d'expansion volémique inutiles. Et ces épreuves d'expansion inutiles, c'est 50% des épreuves d'expansion volémique. C'était vrai en 2002, c'est toujours vrai à la fin des années 2020. 50% des épreuves d'expansion volémique sont inutiles. Et elles sont inutiles parce qu'elles sont faites sur des critères cliniques. Ici, vous avez les critères habituels qui poussent les collègues réanimateurs urgentistes à faire des épreuves d'expansion volémique. Vous voyez que c'est de la tachycardie, de l'hypotension, du bas débit urinaire, des marbrures. Et finalement, l'analyse paraclinique de la volémie, elle est faite dans moins de 10% des cas, 2% de PVC, 10% de delta PP et 2% d'échographie cardiaque. Et pourtant, vous avez une méta-analyse récente qui vient juste d'être publiée, qui montre que lorsque j'utilise autre chose que la clinique pour décider de remplir un outil hémodynamique paraclinique, eh bien le pronostic est amélioré et la survie est améliorée. Alors dans tous ces moniteurs hémodynamiques, évidemment, la question c'est est-ce que j'utilise de l'échographie ou d'autres moniteurs? Eh bien dans cette étude rétrospective, 7000 patients inclus, la moitié traités par écho et sur les données de l'écho, avec 5 modèles statistiques différents, on s'aperçoit que la gestion de l'état de choc sur des données hémodynamiques échographiques est associé à un meilleur pronostic. Donc on ne va pas opposer le continu à l'échographie, mais à la phase aiguë, l'échographie est probablement le moniteur hémodynamique de choix. C'est pour ça que dans les avis d'experts, on nous dit les Swan-Ganz à la phase aiguë, c'est pas utile, le PICO à la phase aiguë, c'est pas utile, et la première chose à faire dans un état de choc, notamment pour monitorer la volémie, c'est de faire de l'échographie. Donc cette échographie visuelle, on a bien compris avec Xavier ce qu'elle nous emmenait, et en termes de Doppler, ce que vous allez faire, c'est évaluer des pressions statiques, coupler ces pressions statiques avec de l'ITV sous-aortique, regarder une éventuelle obstruction dynamique, j'irai très vite là-dessus, et puis pouvoir gérer des épreuves de remplissage. Alors première partie, les pressions statiques du ventricule gauche, ça je vais le faire avec un profil mitral, donc on garde toujours notre coupe apicale 4 cavités. Sur cette coupe, j'utilise le Doppler pulsé à l'extrémité des valves mitrales quand elles sont ouvertes. Et là, j'obtiens, si le patient est sinusal, un flux biphasique avec une onde 2 qui tombe juste après l'onde T et une onde A qui se trouve entre l'onde P et le QRS, donc au pied du QRS. Et ça, cette onde 2 et cette onde A vont me permettre d'analyser à la louche la volémie du patient. En gardant en tête qu'une onde E, sa vélocité normale, quel que soit l'âge et le sexe, elle est comprise entre 0,7 et 1 mètre seconde. Basse vélocité en dessous de 0,7 et vélocité importante au-dessus de 1 mètre seconde. Et en cardiologie, on a une littérature abondante pour nous dire que lorsque cette onde E est inférieure à 0,6 mètres seconde, eh bien les pressions sont plutôt basses. Lorsque cette onde E dépasse 1 mètre seconde, les pressions sont plutôt hautes. Et lorsque le rapport E/A dépasse 1,6, les pressions sont plutôt hautes. Et en médecine critique, les choses vont se comporter de la même façon. Alors,
on essaie beaucoup d'utiliser les biomarqueurs pour évaluer un petit peu les pressions, indirectement les pressions du ventricule gauche. Eh bien, l'échographie cardiaque et le profil mitral est en fait un biomarqueur strictement non invasif et obtenable immédiatement. Lorsque le BNP est normal, le rapport Osura est en général compris entre 1 et 1,5 et l'onde E est inférieure à 1 mètre seconde. Lorsque le BNP est très bas, le rapport Osura est bas et l'onde E est en général de basse vélocité. Et lorsqu'un patient a des pressions très élevées, un BNP très élevé, eh bien en général, le profil mitral va être de type grand E, petit a. Donc il y a un lien entre le profil mitral et le statut volémique du patient. Ça, c'est en cardiologie. Et si on prend ici, en médecine critique, à l'arrivée aux urgences, des patients en état de choc qui arrivent au déchocage, eh bien, si je prends ici les patients répondeurs à l'expansion volémique, c'est-à-dire des patients qui avaient vraiment besoin de fluide, et que je regarde la différence avec des patients non répondeurs qui n'avaient pas besoin de fluide, et que j'analyse la vélocité de l'onde E, eh bien, elle est significativement plus basse, inférieure à 0,7 mètres secondes chez les répondeurs, et plus élevée chez les patients non répondeurs, supérieure à 0,8 mètres secondes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette onde E, lors d'une épreuve d'expansion volémique, elle va en fait augmenter chez les répondeurs comme chez les non-répondeurs. Et donc cette onde E, quel que soit le statut volémique du patient, elle va augmenter au cours d'une épreuve de remplissage. Et ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est le rapport Osura. Et chez un patient en état de choc ou un patient en essoufflement, eh bien le fait d'avoir comme ici une vélocité de l'onde E géante à 1,4 mètres seconde et un rapport Osura proche de 2, eh bien, ça affirme que les pressions sont élevées, qu'il faut arrêter de remplir si le patient est en état de choc, et peut-être qu'on peut donner des diurétiques si le patient présente un essoufflement. Et ce rapport Osura supérieur à 2 prédit avec 100% de valeur prédictive positive une PAPO supérieure à 18, c'est-à-dire clairement un OAP par excès de fluide. Et il est bien admis maintenant dans des recommandations internationales de médecine critique que le rapport Osura supérieur à 2 est parfaitement corrélé avec un profil de type 3, un profil restrictif, c'est-à-dire en fait des pressions gauche très élevées. Alors évidemment, on va nous dire, chez un sujet âgé et chez un sujet jeune, les choses ne vont pas se passer de la même façon. Eh bien si, un sujet âgé, en général, il a de base un profil petit e grand A. Si ce sujet âgé se met à saigner, il va avoir un profil qui va être encore plus petit e grand A et l'onde E en vélocité va s'effondrer. Si je remplis en excès ce patient ou s'il est déjà en OAP cardiogénique, le rapport Osura va exploser, très supérieur à 2 et la vélocité de l'onde E va être très supérieure à 1 mètre seconde. Un sujet normal, parfaitement sain, et on va le voir tout de suite dans l'atelier, va avoir une onde E et un rapport Osura proche de 1, 1,5, l'onde E proche de 1 mètre seconde. Si ce patient se met à saigner, il se comporte strictement comme un sujet âgé, effondrement de l'onde E et du rapport Osura. Et si je le remplis en excès, le rapport Osura va exploser et la vélocité de l'onde E va dépasser largement 1 mètre par seconde. Et donc si je rapporte tout ça sur la courbe de Frank et Starling, je peux relier les pressions de remplissage du ventricule gauche ici en ordonnée au débit cardiaque et je m'aperçois que finalement, lorsque je suis sur la portion verticale de la courbe de Frank et Starling, les patients ont plutôt un profil petit e grand A et si je suis sur la portion horizontale, j'ai plutôt un profil grand E petit a avec des cut-offs qui sont moins de 0,7 pour l'onde E et plus de 0,9 pour l'onde E, à la fois pour les pressions basses et les pressions hautes. Le problème de ça, c'est qu'il y a une zone grise et que cette zone grise, je vais pouvoir la préciser en faisant du Doppler tissulaire. Alors ce Doppler tissulaire, je vais d'abord faire un Doppler mitral, comme je viens de vous le montrer, et ensuite, je vais interroger avec la fonction Doppler tissulaire l'anneau mitral latéral, et là je ne vais plus calculer des vitesses de flux, mais des vitesses de déplacement de l'anneau mitral latéral. Et le principe, c'est de calculer un indice qui est le rapport de la vélocité de l'onde E par rapport à l'onde E', et cette onde E est dépendante à la fois des conditions de charge, donc de la volémie, et de la compliance de la fonction diastolique, alors que l'onde E', elle, est théoriquement uniquement dépendante de la compliance. Si ce postulat est vrai, eh bien je peux annuler au numérateur et au dénominateur la compliance et j'obtiens bien un indice qui est dépendant uniquement de la volémie. Et ce qui est admis en cardiologie,
c'est lorsque le rapport est supérieur à 14, les pressions sont plutôt hautes et je suis face à un patient qui est en limite de réserve de précharge. Et lorsqu'elles sont inférieures à 14, je peux simplement dire que le patient a une cardiopathie non décompensée, mais je ne peux pas affirmer qu'il est vide. Et c'est bien une différence qu'on a là avec les cardiologues. Donc si je veux illustrer ça par des études, vous avez ici en orange la limite à partir de laquelle le patient a des pressions hautes. Et vous voyez que tant que j'ai un rapport E sur E' inférieur à 15, eh bien j'ai autant de patients avec des pressions basses que des pressions hautes. Par contre, et c'est tout l'intérêt de cet indice, lorsque j'ai un rapport E sur E' supérieur à 15, je n'ai que des patients qui sont en limite de réserve de précharge. Et donc ce rapport E sur E' en cardiologie, il ne sert en fait qu'à évaluer des patients avec des pressions hautes. Et pour les pressions basses, je ne peux pas m'en servir, notamment pour remplir. Pourquoi ? Parce qu'au cours de l'hypovolémie, l'onde de prime est précharge dépendante. Il y a au moins 2 études qui le démontrent très bien. Et en fait, si je reprends ici mon profil mitral et que j'ajoute l'onde E', eh bien, tant qu'un patient est hypovolémique, son onde de prime, elle va être aussi précharge dépendante. Et donc, les 2 ondes, E et E', vont varier avec la volémie et du coup, le rapport ne va pas varier. Par contre, lorsqu'on a atteint la volémie normale, l'onde de prime va s'arrêter d'augmenter et là, le rapport E sur E' va exploser et on va avoir donc une manifestation du surremplissage par une augmentation de la valeur du E sur E'. Et c'est bien illustré ici dans cette étude qui montre que si je prends des patients répondeurs, c'est-à-dire vides, au cours d'une épreuve de remplissage de 500 ml, eh bien vous voyez que la variation au cours d'une épreuve de remplissage du rapport E sur E', elle est nulle chez les répondeurs, 2%, alors qu'elle explose chez les patients non répondeurs, 35%. Donc le message, quand vous voyez un rapport E sur E' exploser sous remplissage, eh bien c'est probablement qu'il faut arrêter de remplir avec un cut-off en réanimation qui est, comme en cardiologie, supérieur à 14. Donc attention, au-dessus de 14, arrêtons le remplissage. Et si la réponse n'est pas donnée par ce rapport E sur E', il faut coupler le profil mitral avec l'ITV sous-aortique. Et là, vous allez mesurer à la fois une ITV sous-aortique et un profil mitral. Vous allez pouvoir calculer le débit cardiaque. Alors le débit cardiaque, on le calcule et j'ai vu la question s'afficher sur les questions du public. On le calcule en mesurant le diamètre de la chambre de chasse du ventricule gauche et on est censé multiplier l'ITV sous-aortique par cette surface et multiplier le tout par la fréquence cardiaque. Alors si on fait ça, on obtient cette formule qui est compliqué à mon sens à calculer, mais si on fait ça, on a quand même une très bonne corrélation avec ce que mesurait une Swan-Ganz. Donc quand on mesure le débit cardiaque en écho, on le mesure comme le mesurait une thermodilution. En pratique, on ne peut pas faire ça face à un patient qui est choqué. On a besoin d'outils plus simples. On va admettre que la surface de la chambre de chasse et la fréquence cardiaque sont des constantes et qu'en fait, ce qui nous intéresse dans le débit cardiaque, c'est l'ITV qui représente indirectement le volume d'éjection systolique. Et donc, si on admet qu'on oublie le débit cardiaque et qu'on se fixe que sur l'ITV, eh bien on va dire en dessous de 14 cm, les patients sont en bas débit et au-dessus de 20 cm, ils sont en haut débit. Et entre les deux valeurs, je vais tester la réponse à l'expansion volémique. Et ce que je dois admettre, c'est qu'il est maintenant bien reconnu que la réponse au remplissage est définie comme une augmentation de 15% du débit cardiaque après remplissage et que je peux utiliser l'ITV en lieu et place d'un volume d'éjection systolique. Alors pour mesurer cette ITV, on va mesurer donc en coupe apicale 5 cavités un spectre qui doit être laminaire et qui doit montrer un clic de fermeture. Ça, c'est un critère de validité de l'ITV qui est absolument utile. Si vous mesurez un ITV qui a cet aspect-là, c'est-à-dire pas de clic de fermeture et pas de centre clair, un flux non laminaire, oubliez la valeur absolue, mais par contre, vous pouvez vous servir de cette valeur qui est fausse pour calculer une variation qui, elle, sera juste. Et donc là, dans ce cas-là, on oublie la valeur absolue et on regarde ce que donne la variation de cette chose-là après, par exemple, un remplissage vasculaire. Alors vous avez des outils que Xavier vous montrera tout à l'heure qui sont des outils de mesure automatique de l'ITV. Je ne vais pas déflorer ce sujet-là, mais qui sont vraiment des choses d'avenir. Et une fois que vous avez mesuré ce profil mitral et cette ITV, eh bien vous avez 2 types de patients. Premier type, courbe grise, c'est un cœur normal. Les patients que l'on va remplir avec une fonction normale vont s'arrêter de répondre à peu près à des valeurs de 20-25 d'ITV. Si vous avez un patient qui est insuffisant cardiaque, la courbe va être globalement plus plate et ces patients
vont s'arrêter de répondre, ce sont des insuffisants cardiaques, à des valeurs beaucoup plus plates et beaucoup plus basses, et ils auront une portion horizontale de la courbe qui est prédominante. Donc on peut retenir qu'un sujet qui s'arrête de répondre à environ 10-15 d'ITV, eh bien c'est un sujet qui est un insuffisant cardiaque et qui va être plus rapidement intolérant au remplissage. Alors est-ce que le fait de coupler l'ITV à l'onde E, c'est une bonne façon de faire ? Eh bien on a une étude qui vient de démontrer ça. Quand vous avez une ITV sous-aortique inférieure à 16 associée à une onde E inférieure à 0,7 mètres secondes, eh bien vous voyez que vous avez une courbe ROC excellente pour prédire que le patient va répondre à l'expansion volumique. Ce qu'on fait là, c'est de l'hémodynamique classique. On nous a appris, avec la Swan, le PICO, que lorsque les pressions sont basses et le débit est bas, c'est une hypovolémie. On nous a aussi appris que lorsque un patient est en insuffisance cardiaque, les pressions sont hautes et le débit est bas. Et on nous a appris aussi que lorsque un patient a un haut débit cardiaque et des pressions de remplissage normales et qu'il est en état de choc, c'est une hypovolémie. Je traduis tout ça en langage échographique. En échographie, vous avez plus de 55% de fraction d'éjection, des vélocités de l'onde basse, un rapport E sur A inférieur à 1, une ITV basse, c'est forcément une hypovolémie. Vous avez une FEVG basse, des vélocités élevées, eh bien c'est forcément une insuffisance cardiaque, surtout si l'ITV est basse. Et quelles que soient les valeurs d'onde E, une fonction visuelle cardiaque normale associée à une ITV normale ou élevée ne peut être qu'une vasoplégie. Alors avant de terminer sur les épreuves de remplissage, je voudrais juste vous montrer ce cas. Xavier vous l'a montré. Collapsus systolique du ventricule gauche. Ça suffit à dire que le patient est hypovolémique. Si vous essayez de faire une ITV sous-aortique chez ce patient-là, eh bien vous n'aurez pas une belle ITV comme ça, mais vous aurez cet aspect-là. Vous serez obligé d'allumer le Doppler continu. Cette lame de sabre, cette obstruction dynamique, on peut retenir que chez un patient critique, elle est pathognomonique d'une hypovolémie. Mais ça, finalement, l'échographie bidimensionnelle nous l'avait déjà dit. Et puis si vous n'avez pas la réponse avec tout ça, eh bien il n'y a qu'une seule solution, faire des épreuves de remplissage. Vous avez des recommandations comme celle-ci qui nous disent que finalement, quand je suis dans la zone grise, je vais faire un bolus de fluide. Si l'ITV n'augmente pas, je dois arrêter le remplissage. Et si l'ITV augmente, c'est que je peux continuer le remplissage. Le principe est donc le suivant. Imaginons que chez un patient donné, je mesure une ITV à 15. Je fais une épreuve de remplissage avec 250 ml. L'ITV prend 50%. Ce patient-là, il est répondeur et on a eu raison de lui donner des fluides. Si je veux continuer à remplir et que je m'aperçois que l'ITV n'augmente plus, eh bien, je suis sur la portion horizontale de la courbe de Frank et Starling. Et chez ce patient-là, il faut arrêter le remplissage. On peut aussi utiliser le lever passif de jambes. Vous savez que grâce à un lit électrique, en basculant concomitamment les jambes et le tronc, on va recruter à peu près 300 ml. Et avec cette épreuve-là, eh bien, je dois garder en tête qu'il faut impérativement un lit électrique. Il ne faut pas partir d'un patient qui est en position couchée et lever les jambes, sinon on n'a pas un recrutement sanguin assez important. La réponse normale, c'est de l'ITV sous-aortique, pas de la pression artérielle systolique ni moyenne, et qu'à la limite, vous pouvez le faire avec une pression artérielle pulsée. On ne peut pas faire tout le temps du lever passif de jambes. Dans ces deux cas-là, en tout cas, on ne peut pas le faire. Et donc, chez les patients chez qui vous craignez de remplir, on peut imaginer qu'une toute petite quantité de fluide, par exemple 100 ml, peut entraîner une augmentation significative de précharge. Et c'est le postulat qu'on avait fait ici en disant je fais une ITV à T0, je fais 100 cc de cristalloïde en 1 minute, je recontrôle au bout d'une minute. Si l'ITV augmente de 10%, eh bien c'est que le patient sera répondeur aux 400 cc restants dans la poche. Et si l'ITV n'augmente pas de plus de 10%, eh bien c'est que le patient est non répondeur. Et avec cette technique-là, vous évitez de donner des fluides de façon indue au patient avec une courbe ROC qui était tout à fait correcte. Et puis je terminerai sur le fait que ce que vous attendez de l'expansion volémique, ici vous avez l'augmentation de l'ITV sur 30 minutes, c'est d'augmenter de façon durable l'ITV sous-aortique. Vous voyez qu'en noir vous avez des patients non répondeurs. Et en fait les patients qui bénéficient vraiment des fluides, ce sont des patients qui gardent une ITV élevée au bout de 30 minutes. Et en fait il y a des patients qu'on a appelés ici des répondeurs transitoires, qui sont ici en gris. Et en fait, ces patients, ils répondent initialement et puis ensuite, le débit cardiaque, l'ITV, se casse la figure à T30 et probablement que ceux-là, ce sont des patients qui ont une fuite capillaire et
il est probablement inutile de continuer à remplir ces patients-là. Donc pour résumer, les patients qui sont vraiment des répondeurs, c'est des patients qui augmentent leur ITV et qui restent stables dans le temps. Petite synthèse pour terminer, j'ai un état de choc. Xavier nous avait montré qu'il faut éliminer la tamponnade, éliminer le cœur pulmonaire aigu. Si je n'ai pas tout ça, je vais mesurer mes vélocités, mon rapport E/E', mon rapport E/A et une ITV. Si toutes ces valeurs sont basses, ça ne peut être qu'une hypovolémie et je suis licite à remplir. Si la vélocité de l'onde 2 est élevée, le rapport E/A est élevé, le rapport E/E' est supérieur à 14, j'ai des lignes B à l'écho, l'ITV est bas, la FEVG est basse, je suis en ambiance, inotrope, diurétique et peut-être même ECMO. Si je suis dans la zone grise, je vais regarder la veine cave inférieure, elle se collabe, on a vu qu'on pouvait remplir, elle ne se collabe pas, je suis obligé de passer à une des épreuves de remplissage, celle de mon choix. Cette épreuve de remplissage, si elle n'entraîne pas d'augmentation de l'ITV sous-aortique de plus de 10% ou de 15%, j'arrête les fluides. Et si elle augmente l'ITV, eh bien, je suis licite à poursuivre les fluides. Et enfin, si j'ai une ITV qui est d'emblée très très élevée, eh bien, supérieure à 20, je suis absolument certain que ce patient, je dois lui donner de la NORAD ou l'augmenter si elle est déjà en place. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le Doppler, en vous rappelant que vous êtes le maître de la machine et pas le contraire. Je vous remercie. Donc, Laurent, je te propose d'aller t'installer. Donc Laurent va vous montrer comment réaliser les mesures avec un échographie sur sujet sain. Pendant ce temps, je vais répondre à une des questions. Il y a une question qui était, est-ce que vous pourrez revoir ces présentations a posteriori? Alors les gens qui se sont connectés ont tous mis une adresse mail. Sur cette adresse mail, vous recevrez le lien normalement. Au cas où vous ne les receviez pas, ou dans tous les cas, vous pouvez aller visiter le site echourgence.com dans lequel ce lien sera relaté pour que vous puissiez re-regarder cette présentation a posteriori. Laurent, c'est bon pour toi ? Donc, je vais essayer de vous montrer en pratique comment on réalise un Doppler cardiaque. Alors là, on va oublier les premières cubes que tu nous as montrées, Xavier, et on va garder en tête que pour faire du Doppler cardiaque, en fait, il me faut impérativement une coupe apicale. Pourquoi ? Eh bien parce que si j'allume la couleur ici, on comprend très bien que c'est la seule incidence apicale avec laquelle mes tirs Doppler, que je peux ici matérialisé avec cette ligne, avec ce curseur, eh bien, vous voyez que le flux d'éjection ici qui est en bleu est parfaitement aligné avec mon tir Doppler et le flux de remplissage ici qui est en rouge est parfaitement aligné avec mon tir Doppler. Si je fais ça en coupe petit axe parasternal ou grand axe parasternal, je n'ai aucun alignement entre mon tir Doppler et mes flux. Donc premier message, tous les tirs Doppler se font en coupe apicale, qu'elles soient 4, 5, 2 ou 3 cavités. Alors premier Doppler, c'est le Doppler mitral. Alors, regardez ce que je fais ici. Vous avez mon curseur que je viens positionner à l'extrémité des valves mitrales lorsqu'elles sont ouvertes. Je vais friser l'image. Vous voyez ici les valves sont ouvertes et mon Doppler est à l'extrémité des valves mitrales lorsqu'elles sont ouvertes. À cette condition-là, si j'aplume le Doppler pulsé, PW, j'obtiens un flux qui est biphasique. Je vais friser l'image. Je vais baisser un peu les gains parce que un des ennemis du Doppler, c'est trop de gains. Trop de gains va augmenter artificiellement les vitesses et vous faire conclure à tort à des vitesses élevées. Donc ici, la première chose à faire, c'est d'appeler le soft de mesure du Doppler mitral. Donc je suis ici sur la vélocité de l'onde 2. Et la deuxième chose que j'ai à faire, c'est reconnaître l'onde 2 et l'onde A. Donc je vous ai dit que l'onde 2, c'est la première onde après l'onde T. L'onde T, elle est ici. Et donc la première onde après l'onde T, c'est celle-ci, et ça c'est l'onde E. L'onde A est forcément celle-ci, puisque vous le voyez ici, son pic de vélocité a ici une projection qui se trouve entre l'onde P et le QRS. Donc cette première onde est bien l'onde E. Je vous ai dit que la normale de l'onde E, c'est 0,7 à 0,9, 1 mètre seconde. Et vous voyez qu'ici, chez ce patient, qui est un sujet sain, jeune et en forme, sa vélocité de l'onde E est à 0,8 mètres seconde. Donc pas de surprise, chez un sujet sain, la vélocité de l'onde E est comprise entre 0,7 et 1 mètre seconde. Et je vais calculer maintenant la vélocité de son onde A. Et vous voyez qu'ici, elle est à 0,5 mètres seconde, ce qui me fait un rapport E/A à 1,5, ce qui, chez un sujet sain, est strictement normal. Donc vous avez ici l'illustration qu'en prenant un sujet au hasard, on tombe bien sur toujours les mêmes valeurs du Doppler. Alors la deuxième chose que je vais faire, c'est une ITV sous-aortique. Xavier nous l'a expliqué tout à l'heure. Je vais quitter ma 4 cavités.
je vais becquer ma sonde en superficie, dégager la chambre de chasse et allumer le Doppler pulsé dans la chambre de chasse du ventricule gauche. Et j'obtiens ici un flux qui fuit la sonde avec une ITV sous-aortique qui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, a bien un aspect laminaire, un centre creux, et je vois un clic de fermeture. Et je vais la mesurer ici en manuel. On verra tout à l'heure comment le faire en automatique. Donc je vais sélectionner sous-aortique trace. Je vais venir me positionner sur la ligne de base. Je vais cliquer sur ma molette de mesure et je vais tracer à la main l'enveloppe de ce spectre en remontant le long du clic de fermeture et en allant jusqu'à la ligne de base. Et vous voyez qu'ici, ce patient a une valeur à 20 cm, ce qui, là encore, correspond aux valeurs qui étaient annoncées tout à l'heure. L'ITV normale, je vous le rappelle, est comprise entre 14 et 20 cm. Et ensuite, le dernier Doppler qui est utile, c'est le Doppler tissulaire. Donc je reviens sur ma coupe apicale 4 cavités. J'allume ici la fonction TVI, Doppler tissulaire, et je vais venir me positionner sur l'anneau mitral latéral. Je fais ici un Doppler pulsé et je vais obtenir une onde E', qui est la première onde négative. Donc là, en Doppler tissulaire, je suis inversé. Première onde négative, c'est l'onde E'. Deuxième onde négative, c'est l'onde A'. Et puis une chose dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est l'onde S. Cette onde S, c'est l'onde positive qui est ici. Et on peut retenir que cette onde S, que je mesure ici à 7 cm/seconde, est une valeur qui est proche de la fraction d'éjection. Alors j'ai fait une toute petite erreur, elle n'est pas à 7 cm/seconde mais à 9, c'est bien cette valeur-là qui est normale, et ça en fait, ça me donne accès à la fonction systolique. Donc avec un Doppler tissulaire, j'ai la fonction systolique en haut et la fonction diastolique en bas. Voilà rapidement ce que je pouvais vous dire sur le Doppler cardiaque. Donc nous allons continuer avec la dernière partie de cet exposé. Et sur lequel je vais vous parler d'un outil dont Laurent vous a à peine abordé le nom, qui s'appelle l'ITV automatique, qui est quelque chose qui peut réellement nous servir dans nos métiers, anesthésie, réanimation, urgence, où nous n'avons pas franchement le temps de faire des choses qui sont time consuming, qui prennent du temps, ou chronophages comme on dit. Alors on rappelle que quand on veut évaluer un débit cardiaque, le débit cardiaque c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque, et comme vous l'a dit Laurent, il y a une formule avec laquelle on peut calculer le débit cardiaque grâce à l'ITV. Donc l'ITV étant le reflet du volume d'éjection systolique, c'est quelque chose, Laurent vous en a largement convaincu je pense, qui va nous servir, qui sera réellement utile dans nos prises en charge, que ce soit pour évaluer la quantité elle-même, on vous a dit, dans un choc distributif, cet ITV sera normal voire élevé, et c'est déjà une information importante, mais également les variations d'ITV bien sûr lors de l'épreuve de remplissage. Et donc la problématique, c'est qu'on se retrouve avec des ITV à faire de façon répétée quand on remplit nos malades pour essayer d'optimiser la volémie et de ne pas entraîner d'hypo ou d'hypervolémie. Donc Laurent vous a dit, il y a une corrélation qui est plutôt bonne décrite entre le calcul du débit cardiaque fait à l'échographie grâce à l'ITV, et celle qu'on peut faire avec des méthodes invasives. Alors moi je suis médecin urgentiste, clairement, si je veux évaluer mon débit cardiaque ou mon volume d'éjection systolique, je n'ai que l'échographie de toute façon, puisque je ne vais pas mettre ni de Swan ni de Pico aux urgences, ce qui fait que j'ai besoin de cet outil. Or cet outil a un intérêt s'il est fiable bien sûr, et c'est ce qui est intéressant. En fait, qu'est-ce qu'on peut prendre sur les études comme critère de qualité pour dire que la mesure de l'ITV est quelque chose de fiable et qui est reproductible et qui est dépendant du volume d'éjection systolique et donc du débit cardiaque? La première chose, c'est que le gold standard, c'est de mesurer un ITV, mais en fait 2 et surtout 3, et de faire la moyenne, notamment parce qu'il peut y avoir des variations respiratoires de l'ITV. Et donc si je veux avoir une évaluation de mon volume d'éjection moyen, il faut que j'ai une évaluation de mon ITV moyen. Et grâce à cette évaluation moyen, là j'aurai une certaine fiabilité. Or évidemment c'est quelque chose qui est long à faire. Si je veux avoir des mesures encore plus fiables, et souvent on dit surtout chez des patients hypovolémiques, il faudra faire 5 mesures et en faire la moyenne. Et là, j'avoue que c'est quelque chose qui devient un peu compliqué, et notamment dans nos pratiques où on a besoin de choses rapides. Et si je dois faire des ITV tous les
quart d'heure par exemple dans mes épreuves de remplissage. Si à chaque fois je dois en faire 5 et en faire la moyenne, c'est un petit peu long. Alors c'est la raison pour laquelle il y a un outil qui est assez intéressant que Laurent va vous présenter après en pratique qui s'appelle l'ITV automatique. Alors vous voyez la vidéo tourne. En début de vidéo, vous le verrez en pratique, l'échographe a reconnu la chambre de chasse aortique et ensuite vous voyez, il cherche avec le Doppler l'endroit optimal pour faire son tracé. Et si vous regardez bien, ici, il a trouvé l'endroit optimal, il s'est arrêté et il a fait lui-même le contour des complexes ITV de façon automatique et il vous donne un ITV qui est un ITV moyen du coup, qui est ici à 26 avec un débit cardiaque parce qu'on lui avait donné la taille de l'aorte et vous voyez que pour une fréquence cardiaque à 50, ben déjà il en donne 3 et il fait la moyenne. Si on prend quelque chose qui est plus fréquent chez nos patients aigus, hypotendus, ce que vous voulez, c'est-à-dire une fréquence cardiaque qui est plutôt aux alentours de 95, mais on peut aller à 100, 120, ben regardez déjà à 95, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ITV qui sont analysés et mesurés et moyennés. Et donc du coup, on pouvait se poser la question de savoir est-ce que ça n'entraîne pas une amélioration de l'évaluation du volume d'éjection systolique ou du débit cardiaque. Alors pour ça, on a réalisé une étude sur un modèle animal qui est un choc hémorragique chez le cochon. Alors pourquoi choc hémorragique? Parce que ça nous intéressait dans l'hypovolémie où justement l'ITV varie en fonction de la respiration puisque c'était des cochons qui étaient ventilés. On a regardé si on prend à chaque fois qu'on fige une image d'ITV, si on prend à chaque fois l'ITV maximal, ce qui est ce que la plupart des gens font. Ils analysent l'ITV et ils mesurent le plus grand. Et bien vous voyez que la corrélation avec le débit cardiaque qui est mesuré par thermodilution là, eh ben elle n'est pas très bonne. Si on prend la moyenne, c'est-à-dire on prend l'ITV qui nous paraît à peu près moyen au milieu, ben vous voyez que c'est déjà un petit peu mieux. Si on prend le plus petit, ben évidemment ça ne marche pas très bien, alors c'est moins pire on va dire que le maximal. Et ce qui nous intéressait le plus dans cette étude, c'était de comparer deux choses, c'est l'ITV manuel en faisant la moyenne de 3, qui est censée être la technique de référence, avec ce fameux ITV automatique que Laurent va vous montrer. Et vous voyez que les courbes de corrélation et les Blantyre-Hartmann ne sont pas les mêmes. Vous voyez que ce n'est même pas les mêmes échelles ici. Et vous avez un coefficient de corrélation qui n'est pas du tout le même entre l'ITV manuel et l'ITV automatique. Donc en bref, sur un modèle animal, les choses sont en train de s'analyser sur les patients, mais sur un modèle animal, l'évaluation du débit cardiaque grâce à l'ITV automatique est plus fiable significativement que la mesure manuelle avec le fait de faire 3 mesures répétées. Pour finir, avant que Laurent vous fasse la présentation et après nous pourrons répondre à vos questions, n'hésitez pas à en poser en direct. Juste, je voulais vous présenter cet ouvrage auquel Laurent a participé, que j'ai eu la chance de coordonner. Et vous voyez les noms sur les côtés qui sont des grands experts au niveau nationaux en anesthésie, réanimation ou médecine d'urgence et qui ont participé à écrire les chapitres sur ce livre des références en médecine d'urgence qui s'appelle Échographie clinique en situation d'urgence et qui est tout à fait adapté à tous les médecins qui prennent en charge des patients aigus, que ce soit au bloc opératoire, en service de réanimation, en intra comme en pré-hospitalier. Voilà, je vais laisser Laurent vous montrer l'ITV automatique et puis après nous répondrons à quelques questions avant de clore ce webinaire. J'utilise une machine maintenant pour faire cette ITV automatique qui est spécifique et la première chose que vous pouvez remarquer c'est que je n'ai plus besoin de l'électrocardiogramme pour faire cette mesure. Donc toujours une sonde cardiaque et là une coupe apicale 5 cavités. Cette coupe apicale 5 cavités une fois obtenue, j'essaie de dégager au maximum la chambre de chasse comme on l'a dit plusieurs fois et je vais activer la fonction auto-ITV. Et là vous voyez que je ne fais plus rien, la machine va trouver toute seule l'endroit où il faut mesurer. Elle va afficher la fenêtre d'échantillonnage en vert. Et une fois que cette fenêtre d'échantillonnage, cette zone d'intérêt est en vert, eh bien, ça veut dire deux choses. D'abord que je suis au bon endroit et deuxièmement que le spectre Doppler obtenu est bien laminaire, vous le voyez je pense à l'écran, et que le clic de fermeture est obtenu. Et que donc les critères de validité de l'ITV sous-aortique sont réunis. Sur la mesure que vous avez à l'écran, il est arrivé à faire 3 mesures d'ITV, 1, 2 et 3, voici, et qui se sont analysées de façon, mesurées de façon automatique, et donc vous avez le résultat là où il vous le montre. Là, c'est chez un patient absolument pas tachycarde. Quand vous aurez un patient qui sera plus tachycarde, vous aurez plus de mesures.
Voilà, là, Laurent vient de vous afficher la tendance, c'est-à-dire les différences entre les mesures d'ITV. Alors, vous imaginez bien que si vous êtes chez un patient chez qui vous faites des épreuves de remplissage, vous allez mesurer une ITV, faire une épreuve de remplissage, une autre ITV, une autre épreuve de remplissage, etc. Ici, la machine vous donne de façon automatique les variations en pourcentage des ITV à chaque fois. Si vous retenez que les pourcentages de variation qu'on attend, c'est 10 à 15% d'augmentation de l'ITV, pour avoir une réponse au remplissage, eh bien vous pouvez voir a posteriori combien vous avez fait d'épreuves de remplissage pour arriver à augmenter votre ITV. Et quand votre ITV n'augmente plus, bien sûr, eh bien si votre patient a toujours besoin d'action thérapeutique sur vos critères de surveillance, il faudra trouver autre chose, bien sûr, que le remplissage.